Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver pour fêter la belle victoire à Pau avec le porte-bonheur de notre équipe à l'extérieur, puisqu'après avoir porté chance à notre équipe à Vannes, à Clermont et même au Racing en fin de match en arrachant à chaque fois des bonus, Yann qui éteint la télé quand le match ne file pas en notre faveur, a décidé de boycotter le match en direct ce week-end pour nous donner toutes les chances de gagner à Pau. Salut Yann. Salut mon Cyril. Ouais, bah pour l'instant je suis bien là, tu vois, j'ai fait un petit calcul, je suis à 10 points à l'extérieur pour l'instant. Donc et comme je suis un peu superstitieux, je pense que je regarderai pas Montpellier. Donc c'est bon, coach, si on gagne contre La Rochelle, on valide le top 2. Mais il faut encore aussi... Mais tu sais quoi, regarde pas le match à Mayol aussi, à Toulon. Ah quand même un peu, il faut que je regarde un peu de rugby. Bah à la rigueur, regarde plutôt celui à Montpellier. OK, Qui ça devrait être marche. moins sympa. Et après, du coup, en phase finale, le problème, c'est que c'est terrain neutre à Lyon et au Stade de France. Ouais, non, c'est Ça marche pas compliqué. ça. Ouais, ça marche pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ce club et pour ces beaux points à l'extérieur. Et si tu veux remercier Yann pour toute son aide, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, les UBBistes, ou sur Spotify, Apple Podcast et Deezer pour ne rater aucun épisode. Et n'hésitez Pardon. pas à en parler à vos amis, évidemment, qui sont fans de l'UBB et qui cherchent du contenu sur leur club préféré. Allez, c'est parti pour une émission spéciale Top 14 avec l'analyse du coup parfait réalisé à Pau, un œil jeté sur le classement du Top 14 avant d'accueillir Quentin Vinet, journaliste et aficionado du stade Rochelet, pour vous donner toutes les clés de la prochaine rencontre à Chaban samedi soir. Nous terminerons ensuite par les actualités du club et la présentation d'un ancien joueur qui évolue chez notre ennemi de la semaine. Allez, place au match. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais qu'à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Et c'est sous une pluie béarnaise que nos joueurs ont commencé le match ce samedi à 14h30 avec une équipe très remaniée puisque côté cadre ou titulaire habituel, on ne comptait que Bielbiaré, Penaud, Gazzotti et éventuellement Gray si on le compte parmi ses titulaires habituels. Mais c'est une équipe qui avait les crocs et qui a bataillé ferme au hameau, et c'est finalement les buteurs d'abord qui vont se mettre en lumière en première mi-temps, puisque aucun essai ne sera marqué et les équipes rentrent au vestiaire sur le score de 9-6 pour les Palois. Et en deuxième mi-temps, ce sera plus animé avec un premier essai sous le soleil de Falatea, qui se récompense d'ailleurs d'une grosse performance, on y reviendra après, et répond à une nouvelle pénalité paloise, mais à l'heure de jeu, la section trouve la faille et passe devant 22-16 avant que Lesgourg n'arrache in extremis un ballon dans l'embut de Broboiry qui empêche les Palois de prendre le large. Et c'est le moment que va choisir Louis Bielbiaré pour sortir du trou et qui inscrit un essai en contre en combinant bien avec Huberti et Carbery pour offrir une avance d'un point que Garcia fera passer à 4 points peu avant la fin du match. Score final 22-26 à l'extérieur avec une équipe remaniée. Un bel exploit que l'on va évidemment décortiquer en commençant comme d'habitude par les points négatifs. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh, il nous casse les couilles là. Et avant d'évoquer les axes d'amélioration de notre équipe, toujours un petit mot sur l'adversaire, Yann. Ouais, ben sur Pau, alors j'étais un peu déçu. Alors c'est vrai que le temps en première mi-temps était cataclysmique, mais il y a quand même eu un temps qui était plutôt clément en deuxième période. La tempête était passée et j'ai trouvé les Palois pas très entreprenants, notamment offensivement. Tu vois, j'ai en mémoire une action où ils font 10 pick and go pour 10 jeux à une passe, tu vois, dans nos 22 pour faire un drop qui rate. Et c'est dommage quand on voit la qualité de certains de leurs joueurs, notamment probablement l'homme du match qui est Tissogbe, qui a quand même rayonné en 15. Il a gagné systématiquement ses duels aériens. Il nous a mis la pression offensivement. Il y a aussi le jeune Broboiry que j'ai trouvé excellent. Vraiment un Au 12 centre. qui est déjà dominateur physiquement alors qu'il a à peine 20 ans.
Donc ça peut être une bonne alternative même si on se projette un peu plus loin pour l'équipe de France. Je pense qu'il va rapidement intégrer le groupe France parce qu'il a quand même des capacités hors normes, même physiquement. Il a bien avancé. Il a gagné facilement des mètres. Mais il est déjà dans les 42. Brobory, il avait été appelé pendant le tournoi des 6 Nations et là, oui, il a 20 ans, quelque chose comme ça. Et pas impossible qu'on le voit en Nouvelle-Zélande, comme avec Tissogbe d'ailleurs, mais dès juin. Là. Ouais, effectivement, et une équipe paloise qui aurait pu accrocher ce match. D'ailleurs, je lis beaucoup sur ce match que c'est plus Pau qui n'a pas voulu le gagner que l'UBB qui a vraiment accroché cette victoire, même si je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'on a quand même mis tous les ingrédients pour une victoire à l'extérieur. Mais pour commencer sur cette équipe de l'UBB, moi je trouve que c'est quand même assez difficile de trouver des points négatifs, tellement en fait ce coup est parfait à l'extérieur. J'ai pas forcément envie de tomber sur un tel ou un tel parce que chaque joueur, même ceux qui ont été plutôt décriés, a quand même apporté. Il y a eu des hauts débats dans le match, mais tu vois, un Lesgourg où j'ai pu lire que ses sorties de ruck étaient très lentes, même si je suis plutôt d'accord avec ça. En fait, c'est lui qui arrache le ballon de Brobory. Un Garcia qui a un peu galéré en 15, c'est lui aussi qui te met à plus 4 en fin de match. J'ai trouvé dans l'ensemble qu'il n'y avait pas forcément une presta, en tout cas personnelle, à mettre en deçà. Mais toi, t'en as pensé quoi, Yann ? Non, mais t'as raison. De toute façon, on peut pas les gagner contre une équipe qui cherche à rentrer dans le top 6, c'est comme à Castres, sans que collectivement on soit pas solidaire. Donc on va en parler dans les points positifs parce qu'il y a vraiment des marqueurs clés qui permettent de faire une victoire à l'extérieur qui ont tout été cochés. Mais moi, si je vois des points négatifs, c'est qu'à un moment, je trouve qu'on a perdu un peu le fil du match et je le vois un peu. Donc, il y a deux sorties en fait qui font que, pour moi, on perd un peu ce fil du match. C'est quand Etchegaray sort. Je trouve que quand Garcia est rentré en 15, il a mis un peu de temps à retrouver ses marques et c'est normal parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué. Il avait fait quand même pas mal de sessions à 7. Donc là, en cours de saison, tu passes de 7, 15 et en plus, tu joues peu. Tu vois, c'est pas comme un Antoine Dupont qui jouait tout le temps en 15 et titulaire. Donc là, il fallait qu'il retrouve ses marques avec ce groupe. Donc il a eu un peu un moment de flottement et c'est là où on a commencé à perdre un peu ce duel de coups de pied en fait. D'ailleurs, Bru l'évoquait en direct pendant le match. Je trouve jusqu'à la 53e, on est très performant dans ce secteur et après on s'est fait vraiment dominer avec des 50-22 qu'on subit, qui amènent l'essai qui va être refusé de Brobory, etc. Donc pour moi, il y a eu une problématique dans l'organisation collective et dans la couverture du fond de terrain. Et juste sur Garcia, alors il a pas joué depuis longtemps, il a joué à 7, c'est un numéro 10 de base qui peut jouer 15 effectivement. Mais là, en plus, quand il remplace pas Etchegaray techniquement, puisqu'en fait, il est déjà sur le terrain au poste de 9, parce qu'il remplace Lesgourg, dont le protège-dents a sonné. Donc en fait, il a pas joué depuis des plombes, il a joué au 7, enfin, il a un manque de repères complet, on le fait jouer 9, et en fait, il passe directement derrière en 15, aucun des deux son poste de prédilection, tu vois, il est 10. Donc effectivement, enfin, ça m'étonne peu qu'on ait eu des soucis là-dessus. Ouais, mais c'est normal, parce que t'as raison, parce qu'en plus 9, pareil, t'as la couverture du jeu au pied, tu couvres pas la même chose entre le rideau 2, donc le R2 et le rideau 3, R3, etc. Même, on voit qu'à un moment il était un peu en retard sur un coup de pied. Alors le coup de pied était trop profond, il est parti en ballon mort, mais normalement en fait il doit venir dans la ligne. C'est ce que fait Max avec ses montées un peu en pointe, et c'est Louis qui doit décrocher. Enfin voilà, il y a une organisation qui a pas été faite, mais ça c'est tout à fait logique. Mais moi, ce que j'ai trouvé, après, c'est qu'en fait, ça a été qu'une petite période, et après, il a su rebondir, et puis il nous marque quand même cette pénalité de quasiment 50 mètres où il tue le match. Donc voilà, il y a ce petit changement qui nous a un peu désorganisé collectivement, et j'ai aussi quand Gray sort, je trouve que couplé avec l'entrée de la Terrade, mais je pense que c'est le fait qu'on perde. De toute façon, on l'évoque à chaque fois, mais le fait qu'on perde ce lifter sauteur de haut niveau. Et parce qu'il n'y a pas que le jump, parce qu'on avait encore Beauchaton et Mathieu qui sont très performants, mais il y a quand même le mec qui te lève, donc qui est derrière toi. Et ça, pour ça, Gray est très fort. Et le troisième point aussi, c'est un peu un mystère parce que à chaque fois qu'il fait ses rentrées, je le trouve pas si mauvais que ça en fait. C'est Taoufa. Donc c'est-à-dire que là, il est rentré à peine 10 minutes. C'est-à-dire que, alors effectivement, on a pu reposer Big Ben parce qu'il a fait du frais parce qu'il était pas là ce week-end, mais Falatea a fait 70 minutes quoi. Et on sait que Falatea en plus a subi pas mal de blessures assez importantes, etc. au genou, donc
même si Tofa n'a pas plus d'un quart d'heure, prends le risque de le faire jouer 20 minutes, parce qu'en plus, il est assez performant sur les 10 minutes qu'il a joué. Il a, genre, je sais pas s'il y a eu des mêlées, mais je l'ai pas vu faire de faute. Il a été présent en défense, il a essayé de gratter des ballons. Donc c'est vraiment un mystère. Ça, c'est vrai que si on re-rencontre Bru, il faudra quand même qu'on évoque ça, ou même si on a Thibaut Giroud ou autre joueur, quoi. Savoir pourquoi est-ce que c'est vraiment le fait qu'il ait pas plus de 10 minutes de caisse au haut niveau, ou c'est un choix de laisser aussi longtemps Falatea sur le terrain. Ouais, tu vois, il a joué 9 matchs cette saison, Taofa. Le plus qu'il ait fait sur un match, c'est 24 minutes à Vannes. Mais c'est vrai qu'à Castres, il joue 18 minutes. À Paris, il joue 15 minutes. À Exeter, il joue 13 minutes. Bon, il prend un rouge. Et là, il a joué 7 minutes. Il rentre à la 73e à la place de Falatea. Ça me paraît aberrant qu'un pilier droit joue autant que Falatea. Encore plus quand tu sais qu'il est assez sujet aux blessures. Il doit y avoir une raison. Ou alors tu pourrais le faire rentrer, le faire jouer une demi-heure, le faire sortir et le faire rentrer derrière, un peu comme on l'avait évoqué pour un latéral. Je sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable. Si, ouais, alors c'est possible en top 14, donc pourquoi pas, hein. Tu sais, tu lui fais rentrer les 10 minutes de la fin de la première mi-temps et les 10 minutes du début de la deuxième mi-temps. Et comme ça, il fait 20 minutes au moins, et c'est des zones qui sont pas trop impactantes, quoi. Mais après, tu l'as dit, moi j'ai trouvé... en fait, on l'a très peu vu, hein, mais dans l'ensemble sur la saison, à chaque fois qu'il rentre, à part le rouge qu'il prend à Exeter, mais bon, le match était déjà fait depuis longtemps, il est plutôt OK, quoi. Oui, c'est ça, il fait pas de dinguerie, il tire en mêlée, il plaque, je te dis, dans les rugs, parfois il essaie de gratter, il a un peu de ballon. Donc, ouais, c'est un peu un mystère, donc il doit vraiment avoir 0 coffre, ouais. Ouais, c'est très possible. Moi, je voulais... en termes de points négatifs, en fait, la blessure de Ngambous. Alors, c'est pas une énorme blessure, c'est une luxation de l'épaule, mais ça peut être chiant pour quelques mois. Je pense que la saison, a priori, elle est quand même terminée pour Jacques. Après, il aura quand même tout le temps de préparer la prochaine. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il avait fait une très bonne rentrée. Et du coup, c'est un petit peu un coup d'arrêt. Et il vient s'ajouter à la longue liste des blessés qui viennent des espoirs. Donc, on peut se dire aussi qu'il y a quand même un sacré gap physique entre les espoirs et les pros. Parce que même si nos espoirs sont au niveau, en fait, ils se pètent tous, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un truc qu'avait identifié Yannick Bru. Ouais, il nous l'avait dit, ouais. Ouais, il casse trop de mecs de la liste élite. Et d'ailleurs, ça va être une des raisons aussi que tu sois parfois un peu réticent à lancer les mecs, quoi. Parce que si t'arrives, en plus il y en a pas mal, tu les as pétés à l'entraînement. Et en plus là, tu t'en pètes en match. Ouais, ça fait quand même beaucoup entre Gardra, Ngambous, Awad, Ipsayen. Ça commence à faire pas mal de mecs qui se blessent alors qu'on aurait eu besoin d'eux dans ces moments-là, et notamment dans ces matchs où il faut faire reposer les cadres. Donc c'est clairement une problématique qu'il faudra identifier, et il faudra trouver quelque chose, quoi, parce que on peut pas se permettre de péter en plus avec des blessures qui sont assez graves, quoi. Donc on a eu beaucoup de croisés surtout. Donc Ouais, les genoux prennent cher. Bon, lui, c'est l'épaule. Mais est-ce que toi, tu avais un autre point négatif à mettre en avant ? Un tout petit, je trouve que il y a un moment, je trouve que sur le peu de ballons qu'on a eu, on l'a pas super bien utilisé sur certaines séquences. Voilà, quand on dit que Yann a été un peu trop lent à sortir les ballons du ruck, effectivement, on aurait pu accélérer sur certaines phases de jeu pour pouvoir faire des différences et essayer de plus les mettre en difficulté. Mais bon, après, on a quand même été sacrément efficace. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des points négatifs. On va retenir quand même pas mal de positifs de cette rencontre. Et je te propose qu'on en discute tout de suite. Alors moi, j'aimerais, pour commencer les points positifs, parler, je l'ai posté d'ailleurs sur Twitter. Pour moi, l'homme du match, c'est ni plus ni moins que le coach. Alors on peut mettre le staff avec, mais en fait, cette gestion des joueurs, cette décision de mettre 8 cadres au frais, alors qu'ils n'étaient pas blessés, hein, mais t'as un Poirot, Tamifuna, Lamotte, Petit, Samou, Lucu, Jalibert, Moefana qui n'étaient pas sur la feuille de match, alors qu'ils sont aptes. Donc tu décides en fait de t'en passer
pour ce match-là, et qu'en plus tu composes avec les absences pour blessure, pour le coup, de De Porter, Retière, Van Rensburg, Coleman ou Buros, je trouve qu'il a réussi à trouver le bon dosage, parce que tu vois, il nous disait qu'il ne fait pas d'impasse, et en fait là ça s'est vu qu'il n'a pas fait d'impasse parce que tu avais un Louis Bielbiarré, un Penaud, d'ailleurs Bielbiarré qui en fait va te chercher le match en fin de match. J'allais mettre Echigaray, mais c'est pas un cadre, mais surtout pour les ailiers, il a pas fait d'impasse, et je trouve que la gestion est parfaite. Tu vois, on mentionnait le fichier Excel où il gère les minutes. Bah, je crois que ce fichier Excel, il est quand même plutôt bien rodé à Yannick. Ouais, c'est clairement, là, ça doit être une satisfaction quand tu sors de ce match. On aurait pu faire ce coup aussi au Racing, hein. Je pense qu'avec une conquête, si on avait la conquête de ces dernières semaines, on prenait le même chemin, hein, au Racing. Et c'est vrai que ces rotations, ces grosses rotations, là, ça montre clairement que notre groupe progresse, que l'effectif qu'on construit est pertinent, que le staff travaille bien. On a quand même 6 victoires à l'extérieur cette année, hein. Et 6 victoires, et donc t'as 4 victoires où t'as pas mal fait de rotation, où c'est Carberry qui débute en 10, etc. Donc ça c'est vraiment satisfaisant. Enfin on peut mettre de la rotation sans et aller gagner des équipes qui ont des ambitions, hein. Pau, s'ils gagnaient ce match, ils rentraient dans les top 6, quoi. Donc clairement mauvaise opération pour eux, mais voilà, nous on commence à pouvoir le faire, et je pense qu'effectivement là de toute façon on l'a bien vu, la joie de Bru, hein. Je pense que là il y avait son plan dans sa tête, mais il peut avoir plein d'accidents. Si Broboari marque cet essai, voilà, tu vois, le match il est perdu, et en plus c'est une minute après où Louis traverse le terrain avec Carberry et Pablo. Donc clairement il a dû être soulagé, son plan a marché, on a pu faire opposer des mecs. Je pense que là c'est vraiment une victoire qui va construire déjà notre futur classement, mais aussi construire ce groupe, parce que forcément on aura besoin d'eux dans les matchs après Champions Cup, notamment Montpellier. Complètement, et t'arrives à impliquer des mecs qui jouent peu. Tu vois, là t'as eu du Ricard, t'as eu du Rébier, t'as eu du Garcia, qui ont peu de minutes, hein, cette année, du Taufa aussi. C'est important de les garder motivés et impliqués tout au long de la saison, surtout que la plupart, en fait, ils vont partir à la fin de saison. Et tu arrives à faire ta petite tambouille pour faire le match parfait à l'extérieur et rapporter 4 points qui sont ultra précieux pour cette fin de saison. On fera un point sur le classement. C'est un peu statu quo en tête du classement, mais imagine si on avait perdu ce match, on serait pas très bien. Et tu as aussi des joueurs qui montent en puissance sur cette fin de saison. Tu as des Big Ben qu'on a vu par exemple la semaine dernière. Falatea, il a été impressionnant. En fait, tu as l'impression qu'aussi que les joueurs, et ça, c'est aucunement lié au hasard, ils arrivent à un pic de forme au moment qui compte le plus, c'est-à-dire le printemps, avril, mai, juin. Alors, on espère qu'il y aura pas de blessés, mais en tout cas, sur les joueurs qui sont restés notamment au club et qui n'ont pas forcément eu à disputer les nations et qui ont pu avoir une courbe de progression physique assez linéaire dans l'année, et ils arrivent plein badin dans ce sprint final. Ouais, et ça je pense que Thibaut Giroud n'y est pas pour rien. Je crois qu'ils avaient fait même une deuxième préparation un peu physique pour ces phases finales avant le match contre Toulouse. Pendant les semaines de repos, etc. Il y avait eu un programme spécifique, et je pense qu'ils continuent en fait à préparer ces mecs pour qu'on ait une forme qui soit. Et d'ailleurs, ça peut expliquer parfois aussi soit le fait que certains matchs on a l'impression qu'on flanche physiquement, ou même des piliers qui soient pas performants, parce que forcément si tu leur augmentes leur caisse, et après ils auront les jambes qui sont un peu coupées, et donc en mêlée si t'as les jambes coupées t'es mort. Et là tu as raison, hein, Big Ben qui fait un énorme match la semaine dernière, et Falatea là il me fait quand même un match, je pense que c'est le meilleur. Moi, je l'ai élu un peu homme du match côté UBB en fait, où je trouve qu'il a été très costaud en mêlée. Il a porté le ballon, il marque son essai, dominant dans les plaquages. Donc c'est vraiment une très grosse presta, et ça c'est important, parce que si on arrive à avoir tous nos gros en forme, avec nos arrières ça va bien matcher, et ça c'est le principal, quoi.
Ouais, moi j'ai du mal à mettre, pareil, tu vois, comme pour les points négatifs, à mettre un joueur en avant, même si effectivement Falata a été énorme, mais tu auras de la première ligne, les trois, ils ont été excellents, que ce soit Boniface, que ce soit ça, même les remplaçants, Perchaud, enfin Laterade, rien à dire. Taoufa, il a quasiment pas joué, mais que ce soit le pack dans son ensemble, les deuxième ligne, troisième ligne aussi. Ouais, ben si je te coupe tout, de toute façon, on a fait tous les ingrédients pour gagner à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a eu une conquête qui était propre. On a gagné la guerre des rucks, parce que je crois qu'on a 4 grattages. Il y a Ricard qui a été très bon, il a été très pénible. Je crois qu'il récupère un ballon. On a Jacobs quand il est rentré, il fait un grattage. Perchaud qui fait ce grattage qui est un peu salvateur, ou après c'est la pénalité de Garcia. Donc voilà, on a été très dominant dans ce secteur. En mêlée, pareil, on a obtenu des pénalités. En touche, on a eu nos ballons. Il y a eu un petit flottement quand Gray est sorti, mais on a été globalement fort. Défense, ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu une défense aussi carrée. On est à 91% de réussite au plaquage, et surtout quand tu regardes les stats des gros, ça je crois qu'il a 15 sur 15, Gray pareil 9 sur 9, on a BVT capitaine qui est à 16 sur 16, donc voilà un gros abattage de la troisième ligne du 5 de devant. Donc tu vois, t'as vraiment tous les ingrédients, et après ce qu'il faut faire, c'est qu'après, il faut que tu aies un buteur. Donc, Carberry a été à 4 sur 5. Et puis, tu as Garcia qui met cette pénalité des 50 mètres. Et puis, sur les peu d'actions qu'on a eues, ça a été clinique, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'on aurait pu porter un peu plus le ballon et amener du danger. Mais sur les quelques erreurs qu'ils ont commises, donc tu vois, ce ballon qui perd dans nos 22 en 2 passes, Penaud, il est au courant qu'il y a Louis qui est sur son aile, et là il y a la magnifique relance, et puis après il y a ce renvoi, le premier essai où t'as Whitelock qui relâche les ballons, Louis qui récupère la balle, et puis après on arrive à enchaîner les temps de jeu, et puis il y a Falatea qui marque. Donc ça, on a été extrêmement clinique, on a eu un bon buteur, un bon jeu au pied, une bonne défense, et donc tous ces ingrédients ils font que tu peux gagner à l'extérieur, parce que tu te mets dans une optique que tu es toujours dans le match, ils arrivent pas à faire le score, et donc du coup après ils se mettent en fait en porte-à-faux pour que tu puisses les punir, et c'est ce qui s'est passé avec Louis. Ils ont pas validé leurs actions, et bam, on les a directement punis, et donc ça c'est très intéressant, et il y a plusieurs victoires qu'on a su faire comme ça. À Castres c'était pareil, on a réussi à les punir en ayant une conquête forte, donc collectivement, je trouve que c'est un match qui est quand même très fondateur, je pense, et qui va permettre de mettre en avant ce pack qui, je trouve, depuis quelques semaines est quand même très fort. Et en plus là, on va on va en parler avec Quentin, mais là, il va avoir l'ultime révélateur avant de se taper la demi-finale contre le Stade Toulousain. Ouais, effectivement, on va jouer un gros pack ce samedi soir contre le Stade Rochelais, mais tu vois, c'est, je pense, le match qu'imaginait Yannick Bru, des guerriers, des mecs qui ont la dalle, et derrière des Louis, des Damian qui sont capables d'aller planter la banderie qui va tuer le match. Même un Garcia en clutch player, là, après Toulouse, après Bayonne, il remet une pénalité à 5 minutes de la fin de 50 mètres. Donc chapeau Matteo, parce que ça doit pas forcément être évident pour lui, qui joue très peu, mais qui est ultra précieux et qui nous rapporte des points. Donc bravo à lui, et bravo aussi à LBB qui marque son... Alors, c'est pas son 11e essai en 11 rencontres, mais 11 rencontres successives en marquant un essai. Donc, ça c'est juste impressionnant. Je crois que c'est toute compétition confondue en 2025. Mais bon, voilà, le tueur. Moi, je voulais aussi revenir sur les espoirs. Tu as mentionné Jacobs. On a mentionné N'Game Books aussi, qui ont répondu présent sur le match. Mais ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'en fait, en 24e, tu avais 4 joueurs qui étaient Georgie Kenrava, Zakaria Fan, Christian Everett, qui est talon sud-africain, Enzo Gourg, qui est demi-mêlée. Et en fait, je trouve ça juste parfait d'envoyer des jeunes en 24e pour les impliquer, leur faire découvrir la préparation d'un match de top 14, les assimiler au groupe, parce que ça te prépare éventuellement des feuilles de match pour la fin de saison, pourquoi pas Montpellier, en fonction de comment ça se passe sur nos 2 prochains matchs, mais surtout ça prépare aussi la saison prochaine. Ouais, clairement. Et il faut qu'on arrive à intégrer ces jeunes petit à petit. Donc, on l'avait fait aussi. Jacob, c'était pareil. Il a fait souvent
24e, etc. Donc c'est des joueurs que le staff juge visiblement aptes à jouer en top 14, parce que sinon tu les mettrais pas faire l'échauffement de ce genre de match. Et l'avantage c'est ça, c'est qu'ils vont prendre de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils vont savoir comment le staff fonctionne, comment tu vas t'organiser l'avant-match, comment tu fais l'organisation après-match, comment même un truc tout con, on n'y pense pas, mais t'as un rituel avant les matchs, quel type d'exercice tu vas faire avec l'entraîneur des skills de la touche, les attitudes au contact, comment on s'organise. Enfin voilà, il y a des petits trucs que nous on pense pas parce qu'on pense qu'au match, mais il y a toute cette préparation qui fait que il faut pas que ce soit une découverte. Voilà. Donc c'est intéressant de les intégrer. Et après, la gestion du public aussi, tout simplement. Ouais, on a un gros public, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. T'arrives à Chaban ou même au hameau et t'as les United bébés qui te gueulent dessus à 1 heure du coup d'envoi, bah ça laisse pas non plus indifférent. Bah oui, clairement. Non, mais voilà, tout ça, il y a vraiment une atmosphère et tout qu'il faut pouvoir préparer. Même si j'ai l'impression que les jeunes maintenant, quand on voit Tchégara, il y a zéro pression. Même Jacobs, lui, c'est un robot. Hein. Il fait encore une rentrée, c'est-à-dire que ça distribue des cartouches, c'est pénible dans les rucks. Lui, j'ai l'impression que c'est Terminator, quoi. Il a pas trop d'émotion. Et mais en tout cas, ouais, c'est une discussion. Je passe du coq à l'âne un peu là, mais une discussion, même si c'est toujours dans ces 24e. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait Everett et Georgie, qui sont des espoirs non gifs. Et donc juste ces 2 joueurs qui sont arrivés cette année, Georgie Kenrava qui vient de Tbilissi en Géorgie, donc ouais. il est non gif, et Christian Everett qui est arrivé encore un peu plus tard, je crois qu'il est arrivé en octobre-novembre, sud-africain. Donc Georgie il est centre et Christian il est talonneur. Oui. Donc non gif tous les deux, et en fait on pensait ne pas les voir cette année parce qu'il y a un certain nombre de joueurs non gif à respecter. Exactement, parce qu'en fait alors bien sûr il y a une moyenne de GIF. Alors les GIF, c'est les joueurs issus de l'affiliation française. Donc c'est la formation française. Donc il faut qu'ils soient passés en fait par des centres de formation agréés. Donc au bout de 3 ans avant l'âge de 23 ans, si on a passé 3 ans dans ces centres agréés, on peut prendre le statut de GIF, donc de joueurs issus de la formation française. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on doit avoir une moyenne de GIF par équipe. Quand on est hors promu, il faut qu'on ait à minima 16 joueurs GIF par feuille de match. Donc ça, c'est un premier règlement. Et aussi, il y a un deuxième règlement sur ces GIF, c'est le nombre de contrats non GIF qu'on peut faire homologuer par la LNR. Et donc ça, on a le droit qu'à 13 contrats non GIF. Et nous, on était déjà au taquet avec un espoir qui était Jacobs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a 2 joueurs non GIF qui sont Sadi et Swinton qui se sont blessés. Le fait qu'ils aient une blessure qui soit supérieure à 3 mois et qui ait été fait avant le 1er mars, je crois, 2025, ils étaient éligibles pour qu'on puisse prendre un joker médical. Sauf que la LNR permet, si on prend pas un joker médical externe, donc c'est-à-dire en fait en plus ça rajoute de la masse salariale et donc il peut avoir des problématiques de salary cap, ils autorisent qu'on prenne des joueurs du centre de formation et qui prennent leur place de non-gif. Et donc en fait avec Georgie et Everett, on resterait toujours à 13 non-gifs, donc c'est assez intéressant parce que ils vont potentiellement pouvoir commencer à peut-être faire une petite feuille de match, ou s'il y a une blessure au talon, ça peut aller assez vite. Même au centre, on voit que entre Nico qui est blessé, Van Rensburg qui est blessé, peut-être que Tapois il va pas pouvoir enchaîner 3-4 matchs. Donc voilà, donc c'est intéressant à savoir. Ouais, c'est forcément à prendre en compte pour les staffs. Tu vois, quand Yannick Brune disait qu'il avait aussi un peu le taf de RH, c'est qu'il faut gérer un peu ses statuts quand tu fais tes feuilles de match. Donc, pour la faire en gros, quand tu fais une feuille de match de 23 joueurs, il faut que tu aies, je caricature, mais en gros, 16 joueurs issus de la formation française. Et donc 7 joueurs étrangers maximum, sachant que dans ton effectif au global, donc sur tes 45 joueurs que tu vas utiliser, tu peux en utiliser que 13 qui sont non-gifs, à part si tu as des blessés longue durée, comme c'est le cas pour Sadi et Swinton, que tu peux remplacer par
d'autres non-gifs. Donc, en l'occurrence, Georgie Kendavra et Christian Everitt qui vont pouvoir potentiellement jouer contre Montpellier. Mais tu vois, quand on s'étonnait, par exemple, en début de saison, qu'un Pizamou, par exemple, qui lui est non-gif, ne joue pas plus et joue plutôt en Champions Cup, bah c'est aussi potentiellement pour ces raisons, sachant qu'en Champions Cup, il n'y a pas ces quotas-là. C'est vraiment en top 14 que c'est important d'avoir des joueurs GIF. En Champions Cup, tu peux mettre plus d'étrangers. Et pour terminer sur ce point GIF, non-GIF, comme tu disais, il faut avoir passé 3 ans en centre de formation en France, donc agréé par la LNR. Il faut savoir que Everitt, par exemple, et Kendrava, qui sont jeunes, dans 3 ans, ils pourront avoir le statut GIF. Exactement. Et c'est tout l'intérêt, en fait. Alors après, c'est le contournement de la règle des GIF, parce que le but enfin pour mettre ça en place, c'était que les jeunes Français accèdent plus facilement au poste de titulaire, bon, ce qui est le cas chez nous d'ailleurs. Voilà, et puissent prendre la place de joueurs étrangers, etc. Bon, il y a eu un petit détournement parce que forcément, de toute façon, il peut pas avoir de discrimination, enfin de préférence nationale en Union européenne. Donc du coup, de fait, tu peux pas, t'es obligé de faire une règle globale et donc que ce soit pour les Français et pour les non-Français. Et donc c'est pour ça que un Géorgien peut être GIF et ça peut arriver, par exemple, je sais pas moi, Chabal ou Flamand, je pense, qui sont peut-être pas GIF parce que Flamand a fait sa formation au WASP jusqu'à 19 ans ou 20 ans et donc ça se trouve il a même pas eu le temps d'avoir le statut GIF. Alors peut-être que ça a un peu changé, mais c'est une possibilité par exemple. Donc ça montre un peu les aberrations qu'il peut avoir dans ce système. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Thibaut Flamand est non-GIF, donc il compte comme un étranger entre guillemets sur l'effectif du Stade Toulousain. Donc c'est vrai que c'est marrant, je savais pas ça. Et oui, mais ça reste quand même une préférence un peu pour les joueurs français parce qu'il faut quand même aller scouter du coup des espoirs des mecs de 17 piges en Géorgie, en Afrique du Sud. Bon, Georgie, lui, il a été vu à la Coupe du Monde du vin. On imagine que Christian Everitt, il avait été vu par Bru et son staff quand il était aux Sharks, parce qu'il vient de là-bas. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué à dénicher les pépites quand ils viennent du fin fond de l'Europe, quoi. Effectivement, non, mais c'est toujours plus simple de former des joueurs du cru. Hein. Du cru ou de la région, que c'est le taf que fait un Jean-Baptiste Dubier, où il scoute du coup plutôt lui la région. Bon voilà, on a passé un petit moment sur les points positifs, mais bon, c'est vrai que ce match-là, il fait quand même beaucoup de bien, même si on va voir tout de suite qu'au classement, on progresse pas forcément. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Tous les ans. Alors au classement, on progresse pas forcément sur le classement, je dirais, normal, sur le classement qui n'est pas le classement britannique, puisque on reste à 5 points de Toulouse qui s'est imposé au Stade français à Jean-Bouin. Donc ça fait pas nos affaires. Moi j'étais pour le Stade français hier, mais bon écoute, tant pis. Le Stade français qui est d'ailleurs 12e, égalité avec Perpignan qui est 13e avec 36 points. Donc ça c'est pas cool pour eux. Mais Toulon qui a aussi battu Clermont à domicile de 7 points. Là aussi, on était comme des fous pour les Clermontois. On a cru en deuxième mi-temps qu'ils allaient peut-être pouvoir revenir, mais ils s'inclinent de 7 points. Du coup, en fait, au classement général, on reste à 5 points du Stade Toulousain et toujours 2 points d'avance sur Toulon. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que cette victoire à l'extérieur, au classement britannique, donc on le rappelle, qui pondère les victoires à l'extérieur, puisque c'est quand même plus dur de gagner à l'extérieur, on fait un petit trou avec Toulon. On est à 29 points, le Stade Toulousain à 34 points et Toulon à 23 points. Donc Toulon, eux, ils vont recevoir 2 fois jusqu'à la fin de saison et ils vont se déplacer 3 fois. Donc ça va pas forcément être très simple pour eux. Ils vont à Vannes ce week-end, là où nous, on va recevoir La Rochelle et que Toulouse va recevoir Castres. Mais Toulon, ils vont surtout recevoir 2 fois, mais ils vont recevoir le Stade Toulousain et l'UBB, donc ça va pas être facile pour eux. Non, et puis de toute façon, je pense qu'on aura plutôt une grosse visibilité dès le week-end prochain, parce que je pense que s'ils n'arrivent pas à gagner à Vannes, on pourra prendre une avance qui sera, on aura ce petit matelas de confort et on pourra même se permettre de perdre entre guillemets contre eux chez nous. Donc tu vois, c'est
Ça va un peu, voilà, on va pouvoir voir un peu ce qui va se passer s'ils arrivent pas à gagner à Vannes, parce qu'après je pense que ça va être compliqué. Il y aura Pau qui sera toujours dans la course du top 6 et Bayonne probablement sur la dernière journée. Pendant que nous on va recevoir Vannes, Bayonne eux, si ça se trouve ils seront encore pour savoir s'ils seront 4 ou 5. Enfin voilà, donc ils seront toujours en train de se préparer et ce sera même potentiellement un match de préparation pour les barrages. Donc ouais, le calendrier de Toulon n'est pas si facile que ça. La chance qu'ils ont, c'est que forcément, ils vont recevoir Toulouse ou nous, alors que potentiellement une des deux équipes sera toujours en course en Champions Cup. Oui, alors forcément, une des deux équipes qui sera forcément en course. Mais tu vois, on le voit avec l'équipe bis de Toulouse. Ils peuvent gagner n'importe où et embêter vraiment tout le monde. Donc, je suis pas sûr que ce soit non plus un vrai cadeau. Moi, je trouve personnellement que le calendrier de l'UBB est plutôt favorable. On reçoit La Rochelle, on reçoit Castres, on reçoit Vannes. Et on se déplace à Montpellier et Toulon. Franchement, sur les 5 matchs, bah, tu peux quand même prendre pas mal de points. Donc moi, je suis assez confiant sur cette deuxième place. Bon, effectivement, si au milieu de tout ça, tu as en plus une finale de Champions Cup qui se rajoute, ça peut être un peu plus compliqué, mais bon, ce serait quand même un sacré bon problème à avoir. Et puis sachant que je vais louper Montpellier, donc on va prendre les 4 points. Et puis si ça marche sur Montpellier, je louperai Toulon, donc on aura aussi les 4 points. Donc c'est bon en fait. On va finir devant Toulouse. Ouais, bah écoute, on se le souhaite, hein, parce que mine de rien, si tu finis premier, Oui. alors, la demi-finale est avant la demi-finale du deuxième. Donc tu as un jour de repos en plus. Et t'évites probablement Toulon. Et t'évites Toulon si Toulon. Alors t'évites le troisième, on va dire Voilà. ça comme ça, parce que ça peut être l'UBB ou Toulon. Mais t'évites le troisième et tu joues effectivement le vainqueur du match entre le quatrième et le cinquième. Oui. Mais bon, on fera nos petits comptes d'apothicaire, je pense, à une ou deux journées de la fin pour calculer tout ça. D'abord, il y a un match à gagner et il faut bien le gagner. C'est le match contre le Stade Rochelais de ce samedi qu'on va tout de suite analyser avec Quentin. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Et ce samedi à 21h à Chaban, l'UBB reçoit le Stade Rochelais qui est actuellement 8e de top 14 et qui sort d'une victoire contre l'Aviron Bayonnais à domicile. Et pour nous présenter cette équipe et cette rencontre, on reçoit Quentin Vinet qui est journaliste et passionné du Stade Rochelais. Salut Quentin. Salut à tous. Ravi de t'accueillir, on te suit Merci, sur Twitter. On sait que tu es un fervent supporter et que tu as des idées très, très précises de la saison actuelle du Stade Rochelais. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur comment l'équipe a un peu évolué depuis le début de saison pour finir à cette 21e journée en étant 8e? Tu vois, le Stade Rochelais, il est un peu comme moi là quand je vais parler. Et vous allez l'entendre, la voix un peu cassée, un peu grippée, tout ça. Bon, Stade Rochelais, c'est une équipe on est malade nous cette année. Et on n'arrive pas trop à trouver les médicaments sans aucun mauvais jeu de mots quoi, à trouver les médicaments pour s'en sortir. C'est un peu bizarre parce que en début de saison, et je pense que vous-même vous êtes étonné en tant que Bordelais, en tant que voisin, mais en début de saison, tu vois, nous on fait toujours un peu des projections, on essaye de s'imaginer un petit peu comment est-ce qu'on sera et tout en fin de saison. On se demande si on sera dans les deux premiers, s'il faudra passer par un barrage à la maison, tout ça, tout ça. Et on se demande un peu qui sera avec nous. Donc Toulouse-Bordeaux, ça fait un peu, il n'y avait pas de doute. Toulon, on se doutait bien qu'ils allaient revenir, mais on se doutait pas qu'on allait jouer le maintien à un moment de l'année parce que ça a été clairement dit à plusieurs reprises, notamment par notre entraîneur Roland O'Gara. Donc ça, on l'avait pas du tout imaginé. On est habitué à La Rochelle là, depuis des années, en vrai depuis que Roland O'Gara est là. On est habitué aux saisons montagnes russes. Je sais pas si vous connaissez ça à Bordeaux, mais en gros, on fait un bon résultat. Derrière, on se banane la semaine suivante. Mais là, cette saison, on a fait quelques bons résultats et après, on s'est banané, avec là, cette série dont on vient de sortir tout juste, mais de 9 matchs sans victoire, avec juste un match nul contre Castres. Série qui avait commencé début janvier. En gros, on avait commencé par une victoire, ric-rac, qu'on avait failli perdre contre les Espoirs de Toulouse début janvier pour notre 100e guichet fermé. En gros, là, on avait gâché la fête même à ce moment-là, donc nous, on ne considérait même pas ça comme une victoire. Et donc, notre dernière vraie victoire, dans notre sens, elle est remontée à avant Noël. Donc, tu vois,
on est sur une série noire, 4 mois d'enfer, quoi. Bah, c'est vrai que quand on imaginait la saison, nous aussi, on imaginait le Stade Rochelais, surtout quand tu vois l'effectif et que tu vois les noms qu'il y a au Stade Rochelais, bah, tu t'imagines évidemment que ça va être à la lutte pour à minima le top 4. Nous d'ailleurs, à la 7e journée de ce top 14 cette saison, on était venu chez vous et on avait pris une petite correction quand même, surtout en première mi-temps où on avait bien morflé. Mais c'est vrai qu'on se l'explique pas trop cette deuxième partie de saison. C'est vrai que comme tu dis, depuis janvier, c'est très compliqué. En fait, elle est, enfin, vous résumez, vous avez dit deux choses là. Nous, en début de saison, on marchait pas trop mal. On vous avait battu, vous Bordeaux, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on marchait que dans les matchs un peu prestigieux. Dès que c'était moins sexy sur le papier, ça marchait moins fort. C'est comme ça qu'on a perdu à la maison contre Vannes, qu'on a perdu à Perpignan en se prenant une belle rouste. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est ouais, sur le papier, c'est super. La Rochelle, c'est une belle équipe, c'est un beau 15 de départ. Alors tu te dis qu'avec des Antonio, des Aldrit, des Bourgarit, des Skelton, des Danti et des mecs expérimentés, je pense, enfin bref, Carbarlo, Dulin, tout ça, tu te dis ouais, c'est pas mal. En plus, c'est les joueurs qui ont eu des résultats là depuis, qui ont été double champion d'Europe pour la plupart. Ouais, c'est bien sur le papier, sauf que c'est des joueurs qui sont vieillissants, à qui on n'a pas mis de remplaçant. Dulin, ça fait des années qu'il est tout seul à son poste, par exemple. Skelton, c'est un peu pareil. Ça fait des années qu'on est. En fait, c'est la construction de l'effectif en fait qui est bancale à La Rochelle. Donc ça, on faisait un peu illusion l'année dernière, mais on était déjà sur la pente descendante. Cette année, on n'arrive plus à faire illusion parce qu'on a plus de départs que d'arrivées. Les joueurs qui restent, en gros, on a mis le paquet sur un groupe resserré de joueurs, et donc les joueurs qui restent sont soit vieillissants, donc des mecs qui ont largement la trentaine. Skelton, 32 ans. Il fait plus 80 minutes, il en fait plus que 60. Antonio, qui, je sais même plus quel âge il a, mais c'est comme Botia, on compte plus. On sait qu'ils sont en fin de carrière. Donc on a ces joueurs-là, soit des joueurs très vieillissants, soit des internationaux qui sont excellents. Aldrit, Boudéan, Gégou, là c'est la troisième ligne. C'est quand même sympa sur le papier. D'autres encore, mais on a des internationaux, mais qui sont pas là à un tiers de la saison. Donc en fait, tu vois, le 15 de départ, en gros, tu as des joueurs qui sont pas là en novembre, plus les vacances, machin, qui reviennent pour la Coupe d'Europe, mais donc tu sais bien que les matchs top 14 avant-après, c'est un peu bancal. Tu as la période du tournoi à destination, et puis à ça, en gros, tu dois composer avec tes joueurs qui sont vieillissants et qui se blessent un peu plus facilement, ou qui peuvent pas tenir sur la durée. Et donc en fait, tu as une équipe où les joueurs qui jouent, il suffit qu'ils soient un peu moins bons, et tout de suite ton niveau, il baisse fortement, quoi. Et nous aujourd'hui, dès qu'on n'a plus le 15 de départ, on a une équipe qui est milieu bas, pour pas dire bas de tableau, quoi. Ouais, mais tu vois, même quand je regarde les rotations, vous avez des jeunes aussi, tu vois, des Boss Morin, des Concorier, même Colombe. Enfin, il y a quand même alors il y en a certains qui vont partir comme Colombe l'an prochain, mais il y a quand même des jeunes en devenir qui poussent. Et en fait, t'as un peu l'impression aussi que tu vois, des Boss Morin, par exemple, il va faire un gros match, mais il va être un peu le seul à le faire à ce moment-là, et que en fait, il y a personne qui est au haut niveau au même moment. En fait, mais c'est presque normal. Parce que si tu prends le cas je fais pas une fixette sur lui, mais je trouve que son cas est assez emblématique. Skelton. Tout le monde sait que La Rochelle est dans un jeu, j'allais dire, de destruction. C'est un peu réducteur, mais au moins c'est très imagé, ça parle à tout le monde. Et un Skelton, t'es presque ultra dépendant de ton Skelton ou de ton Winnie Antonio, par exemple. Sauf que Skelton, il a littéralement comme remplaçant quelqu'un que vous connaissez bien, Ken Douglas, qui a été notre seul recrue la saison dernière. Donc littéralement, c'est vous, Bordeaux, un de nos concurrents. Vous ne vouliez plus de Ken Douglas pour... vous avez certainement vos raisons et vous... Bon, nous, c'est le seul joueur qu'on a recruté pour apporter à l'effectif. Donc, Ken Douglas, moi, j'ai rien contre lui. C'est un joueur, en plus, il a l'air fort sympathique. Mais au bout d'un moment, le mec, non seulement il peut pas être au niveau de Skelton, sinon vous le regardez, et en plus, il peut pas jouer sur toute la durée, sur toute la saison. Or, jusqu'à il y a 3-4 matchs, c'était un des joueurs les plus utilisés. Je crois que c'était le deuxième avant, chez nous, le plus utilisé. Ouais. Donc, évidemment qu'au bout d'un moment, les mecs, quand ils sont sûrs d'être sur le terrain, qu'ils n'ont pas de concurrence, qu'il n'y a pas d'émulation au sein de l'effectif, évidemment que les mecs, tu peux te dire que soit ils choisissent leur match, soit ils sont pas tout à fait à 100%, soit ils sont pas... bref, j'en sais rien. Et ça, c'est des trucs qu'on a vu tout bêtement avec les statistiques, c'est les taux de plaquage. Moi, c'est un truc, je trouve ça dingue. Taux de plaquage, on avait l'habitude d'avoir pas mal de joueurs qui étaient à plus de 90% ou qui s'approchaient des 90% de taux de réussite au plaquage.
parce qu'on a toujours été une bonne défense. On a souvent été la première ou la deuxième défense. Et en fait, maintenant, on est de retour, on est à la 9e défense, 9e place de la défense, avec des taux de plaquage qui sont vachement plus bas, des mecs qui ont perdu quasiment une dizaine de points en taux de réussite au plaquage. Et donc, bah, évidemment, quand tu laisses passer les mecs, derrière, tu te prends des essais, etc., et tu finis par perdre les matchs, quoi. C'est simple, en fait, La Rochelle, on est passé de deuxième défense et je sais plus combien on était, enfin, je crois qu'on était 7e attaque l'année dernière. Et là, on est 9e défense et 13e attaque. Donc en fait, on est passé de haut, moyen, haut, enfin en gros dans les 6 premiers, à maintenant des statistiques qui font que, bah, en gros, on joue la 8e place, quoi, tu vois, on joue la qualif en Champions Cup, quoi. On est à notre place. Aussi, ce que je remarque, c'est que maintenant il y a vraiment même une scission entre les avants et les arrières. On a l'impression qu'il y a vraiment plus de continuité. Et je trouve que avant, notamment l'année dernière, les gros compensaient le tout. C'est-à-dire que vu qu'ils fracassaient tout le monde devant, ben forcément, t'arrivais à gagner des matchs. Maintenant qu'ils sont plus aussi dominants parce qu'ils tiennent pas forcément tous 80 minutes, là tu vois quand même la problématique derrière. Et notamment, moi j'ai des joueurs que je reconnais plus. Seteny par exemple, je revois plus le Seteny d'il y a 1 ou 2 ans qui me faisait des passes dans la défense, des sautés, même West, les coups de pied tactiques de West, je les vois plus du tout. Astoy pareil, je le sens un peu éteint. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème. Alors ça, est-ce que c'est le fait de pas être performant? Est-ce que il y a aussi peut-être un problème au niveau du staff? Est-ce qu'il y a des choses qui passent plus? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? En fait, il y a, t'as dit deux choses, mais tout est plus ou moins lié finalement. C'est-à-dire que notre plan de jeu a souvent été, enfin, c'est notre plan de jeu. En tout cas, c'est comme ça qu'on a construit nos matchs et c'est comme ça qu'on a réussi à titiller Toulouse. Et c'est aussi là-dessus que vous cherchez à progresser Bordeaux en ce moment avec en densifiant votre paquet d'avant, à l'image d'un Cyril Cazot chez vous cette saison. Et c'est qu'on avait un gros paquet d'avant, donc on avançait, etc. On était, tu vois, t'avais une conquête qui était forte, t'avais des avants qui dominaient en face, machin. Et donc derrière, tu jouais un peu plus dans l'avancée. Et c'était plus facile parce que tu visais les mecs et derrière, t'avais des espaces qui se créaient. Et donc ça, notamment, c'était bien pour Seouteni, qui est arrivé de chez vous il y a 3 ans maintenant. C'était un magicien. Et nous, en fait, on en a fait un peu un bourrin. Il s'avère que cette saison, elle est pas si mauvaise que ça. Seouteni à La Rochelle, c'est paradoxalement, c'est marrant que tu dises que tu le retrouves pas parce que c'est un de nos meilleurs joueurs. Donc tu vois, ça dit aussi de notre niveau. Mais c'est évident que quand le rugby ça part de devant, donc quand tes avants sont pas dominants, bah derrière évidemment t'es plus à la peine. Et puis il y a autre chose, c'est que je vais pas dire qu'il n'y a pas de plan de jeu, mais on sait pas en fait ce qu'on fait à La Rochelle. Moi je suis incapable de vous dire, et pourtant je vois tous les matchs et ça fait voilà, depuis très très longtemps. Je suis incapable, sincèrement, incapable de te dire ce qu'on va faire avec le ballon quand on envoie la balle derrière. Je sais plus ou moins que enfin, qu'on va passer dans l'axe, qu'on va y aller en force avec Danti et tout. Mais ça aussi, c'est quelque chose. On a construit nos 2 sacres européens là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on dominait devant et on servait nos joueurs derrière, donc notamment Jonathan Danty, Roux, les Leeds qui étaient au top de leur forme, on servait d'eux pour un peu rouler sur les adversaires ou pour les prendre de vitesse, machin. Sauf que bah, ces joueurs-là, Danty, il est en méforme complète, il joue plus en ce moment. Un peu pareil pour Dulin, qui avait pu jouer depuis un bon mois et demi. Roux, il joue plus. Leeds, il est baladé quasi partout et tout le temps, machin. Il court forcément un peu moins vite, à l'image de Jack Noel. Enfin bon. Et donc au bout d'un moment, si devant t'es plus bon, que derrière tes joueurs ils sont plus tout à fait au top de leur forme et qu'en plus ton plan de jeu il est quand même très très aléatoire, bah ça marche pas, ça marche plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à La Rochelle, nous on marque, je crois deux essais et demi où on a une moyenne de 2,6 essais par match. En fait on marque pas assez. Et là sur les 2 derniers matchs, on a joué contre Bayonne le week-end dernier et contre le Munster la semaine d'avant, juste avant vous d'ailleurs en Coupe d'Europe. Et sur ces 2 matchs, on a eu 2 cas de figure qui étaient assez ouf. Teddy Thomas contre le Munster et Wani Bosmora dont tu parlais un peu plus tôt contre Bayonne. Deux joueurs qui avaient un boulevard devant eux, si tu veux, ils étaient à 5 mètres de la ligne. Et en fait, les mecs sont tellement pas en confiance, sont tellement pas habitués à être des killers pour marquer des essais comme vous pouvez avoir avec Bielbayer et Opono, que les mecs en fait ont repiqué à l'intérieur et se sont fait reprendre. Et Thomas contre le Munster, le mec il a peur d'un retour d'un pilier.
Boss Morin, je pense que pareil, contre Bayonne là, le week-end dernier, il a un essai, mais il est tout fait. Enfin, le truc, sincèrement, Dialbiari, il vous le met 14 fois en marchant en reculant. Bah non, nous, il a repiqué intérieur et on n'a pas marqué. Et derrière, en plus, je crois qu'on se prend des points. Donc, tu vois, il n'y a pas un truc qui va pas chez nous, c'est plein de petits trucs qui s'ajoutent et qui font que derrière, on n'est pas très très dangereux, quoi. Et pour nous, en tant que public, en tant que supporter, c'est insupportable parce que sur le papier, tu as une équipe, elle est solide, elle est bonne, mais dans les faits, non seulement on s'embête, et puis en plus, là, avant de vous jouer contre le week-end qui arrive, mais moi j'ai beau être supporter et tout, j'ai pas non plus des œillères, je sais qu'on va pas vous inquiéter, quoi. On n'a pas les moyens. Justement, ça va peut-être nous permettre de passer un peu sur le match. Juste pour rebondir sur l'action effectivement de Teddy Thomas. C'est une action où grosso modo il a 5-10 mètres de la ligne d'en but. Il a 10 mètres sur sa gauche sans défenseur et il a effectivement peur du retour de trois gros. Il fait un retour intérieur et il va s'enfermer sur ces gros-là alors qu'il a le côté gauche tout ouvert. Ça montre effectivement qu'il y a un problème de confiance quand tu fais que les mauvais choix comme ça et comme quand tu dis que Boss Morin fait la même chose le week-end suivant, ça montre que c'est aussi peut-être un peu l'ambiance qui peut régner au club en ce moment. Mais il y a quand même une victoire ce week-end, donc ça c'est déjà positif. On a vu d'ailleurs des images du staff et même du public extrêmement soulagé. Est-ce que ça, du coup, ça te donne quand même un petit peu d'espoir? Alors, pas nécessairement uniquement sur le match de l'UBB, mais peut-être pour aller chercher une 6e place et une phase finale en fin de saison. En fait, c'est tellement resserré, vous allez tellement vite devant que derrière, automatiquement, par un effet mécanisme, ça resserre le milieu de tableau. Et je crois qu'on est à 4 points du top 6, là, au moment où on se parle. 4 points de Lyon, ouais. On est 8e. Mais on n'est pas très loin de la fin non plus. Donc en fait, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que cette victoire contre Bayonne me donne de l'optimisme pour la fin de saison? En fait, oui et non. Oui, sur le côté... je vais commencer par le négatif. Non, parce qu'on a, pour être imagé, on a stoppé la progression de l'incendie, donc notre série de défaites, de matchs en victoire, mais on l'a pas éteint, l'incendie. Parce qu'en fait, nos mots restent les mêmes. Et les problèmes qu'on va rencontrer contre vous, le match qui arrive, et dans les semaines à venir, vont rester sensiblement les mêmes. On avait Boudéan, on avait Aldrit, on avait Antonio, on avait Skelton contre Bayonne, et on gagne ric-rac en profitant de leurs fautes. Bayonne, à part en mêlée, mais moi je trouve qu'ils nous ont un peu dominé devant. Donc non, je suis pas très optimiste là-dessus. Après, oui, parce que peut-être que je vais pas convaincre beaucoup de monde, mais peut-être même pas moi. Mais avec des joueurs comme ça, les mecs, en fait, avec des joueurs comme ça, tu te dis que les gars ont gagné une Coupe d'Europe en remontant à 17-0 contre Dublin à Dublin, face au Leinster en finale de Coupe d'Europe en 2023. À partir de là, je pense que ces mecs-là, ils savent que tout est possible. Ils savent que rien ne peut leur arriver. Ils ont réussi, à mon sens, un des plus grands exploits du rugby français là, des 10, 15, 20 dernières années, en gagnant la Coupe d'Europe en 2023 avec cet exploit contre le Leinster. Donc après tout, pourquoi pas. L'année dernière, en fait, on arrive en demi-finale contre Toulouse et on manque de battre Toulouse pour pas grand-chose. Bon, 2 cartons rouges, c'est quand même beaucoup, mais on embête Toulouse en demi-finale alors qu'on a fait une saison cata, elle est nulle. Notre saison dernière, franchement, on voyait déjà les stats, ça déclinait, on s'est embêté, c'était pareil. Mais on allait gagner à Toulon en barrage et on a failli faire tomber Toulouse en demi-finale, on en est tous convaincus. Et après, Dieu sait ce qui serait arrivé en finale contre vous. Mais tu vois, donc tu te dis, après avec des joueurs comme ça, pourquoi pas. Mais bon, d'un autre côté, quand tu arrives en fin de saison, il faut quand même quelques certitudes dans ton jeu. Nous, on n'en a pas. Et au bout d'un moment, si tu veux, tu peux pas te mentir toute la saison. Vous en avez, et nous, on en a pas, quoi. Nous, en fait, on peut s'appuyer sur rien. Par contre, je pense qu'il faudra qu'on prenne le score direct, qu'on arrive à faire toutes les entames qu'on a fait récemment, parce que je pense que cette équipe peut prendre confiance. Et comme l'a dit Quentin, il y a quand même de sacrés joueurs. Moi, j'ai pas forcément peur de l'issue du match, parce que je pense qu'on est cette année, on est au-dessus. Néanmoins, je vois 2 risques. Donc, si on les laisse dans le match, ils peuvent nous embêter et on va faire des efforts et on va devoir garder des titulaires tout le long. Et ça reste quand même une équipe physique. Et donc, qui dit équipe physique, à chaque fois, on ressort jamais indemne. L'année dernière, je crois qu'on pète Coleman sur ce match et un autre joueur. Donc, qui sont des joueurs clés chez nous.
Donc ça, c'est mes deux interrogations. Je pense l'idée, ça va être de faire la même entame que contre le Stade Toulousain ou contre le Munster, etc. Il faudra qu'on soit tout de suite à fond pour que eux mentalement basculent pas dans le positif et après nous embêtent sur des secteurs qui peuvent nous dominer, hein, tu vois, les molles portées, la mêlée fermée, etc. Le combat direct à une passe, etc. Donc il faudra faire un très grand match, je pense, pour les dégoûter rapidement. Et je pense que ça peut être la meilleure préparation contre le Stade Toulousain qui mine de rien a quand même un jeu d'avant à une passe qui est terrible avec les méafous flamands, etc. Donc ça va être un bon étalon pour savoir où on en est physiquement devant. Juste, tu mentionnais le match de la saison dernière, du coup, à Chaban, qui était à peu près, je crois que c'était la même journée, à peu près à une ou deux journées près, c'était en avril aussi, où l'UBB s'était imposé, avait marqué plus de 30 points, bonus offensif. Il y avait eu la fameuse nuquette de Jalibert sur Aldrit quand Penaud va marquer juste devant. On s'en souvient. Bah, on ouais, il peut risque de plus s'en souvenir. fanfaronner, c'est ça le truc, c'est qu'on peut rien dire, quoi, parce que Bah, on sortait quand même de quelques années de traumatisme face au Stade Rochelais, donc la tendance s'est un peu inversée, mais je suis pas forcément d'accord avec toi Yann, parce que bah on a bien vu que quand on met 20-30 points tu vois, sur la première mi-temps contre Ulster, contre Toulouse, contre le Munster, bah derrière en fait on n'aime pas trop être dans la position du chassé, et c'est vrai que bah en fait l'adversaire peut aussi assez vite prendre confiance, et en fait il suffit d'un ou deux faits de jeu pour que bah une bête blessée devienne un peu un prédateur, et nous pourchasse jusqu'aux derniers instants. Sauf que le truc, c'était qu'on était face à des équipes qui étaient un peu en confiance et surtout qui étaient sûres de leur système de jeu. Le Stade Toulousain, quand ils ont fait rentrer tous les jeunes, ils avaient une mission. Le Munster était quand même on dirait même en excès de confiance, hein. Ils voulaient nous taper chez nous après avoir fait un exploit à La Rochelle, etc. Donc et leur système est quand même extrêmement cadré en fait. Là, si tu commences à prendre le score, je sais pas comment eux vont réagir si tu prends plein d'essais dès le début en fait. j'allais dire la même chose. C'est-à-dire que oui, mais ça marche avec des équipes qui ont certaines certitudes. Nous, on n'en a pas. On peut pas dire que la victoire contre Bayonne le week-end dernier à La Rochelle nous ait remis en confiance. On a stoppé un truc qui était terrible. Derrière, on est un peu inefficace. Alors, on n'est pas à l'abri d'un exploit. Peut-être que on s'en reparlera après le match. Mais je pense que c'est surtout devant que vous avez à vous inquiéter. Avec par exemple Antonio qui a sorti un gros match en mêlée fermée. On a une bonne troisième ligne avec Boudéan qui est de retour. On pensait que son absence serait un peu plus longue. Donc c'est devant que vous avez à vous inquiéter dans le contexte de la demi-finale qui arrive pour vous face à Toulouse. Mais objectivement, enfin là je vais pas passer pour un supporter Rochelais, mais je vois pas où on peut vous embêter, quoi. Et justement, en termes de compo, de feuille de match, tu penses que ça va envoyer du coup une composition à peu près type? Je sais pas si vous avez vraiment une composition de type, mais ça devrait quand même envoyer du lourd. Nous on n'a plus de raison de faire tourner, si tu veux. On joue plus la Coupe d'Europe et on veut maintenant, nous l'objectif c'est, peut-être que sur un malentendu on chopera les 6, mais l'objectif c'est d'arriver dans les 8 premiers pour limiter la casse la saison prochaine et de jouer la Champions Cup. On n'a aucune raison de mettre des mecs en vacances. Donc après on a des blessés, on a des joueurs en méforme. Danti il est pas en grande forme. On a des pètes à droite à gauche. Bourgarit n'a pas joué le dernier match. On a un autre talonneur, Latou, qui est sorti encore en cours de match assez tôt. Donc mais en tout cas, l'ossature telle que vous pouvez l'imaginer avec Antonio, Skelton et tout, on n'a aucune raison de ne pas la mettre, quoi. Oui, c'est vrai qu'en le disant, bah, du coup, pour les équipes qui sont plus qualifiées en Coupe d'Europe, tu as le week-end du 4 mai, donc là, nous, on va jouer Toulouse, où bah, tu as un week-end off, et ensuite, du coup, le week-end du 24 mai, où là, il y aura la finale, du coup, de Champions Cup et de Challenge Cup, où effectivement, bah, tu auras un week-end de repos. Donc, sur les 5 dernières rencontres, effectivement, tu as 2 week-ends où bah, tu peux faire du frais. Donc, effectivement, quand tu as le sprint final qui est lancé, tu n'as plus trop de raison de faire tourner hors pépin physique. Or Pépin, mais nous, enfin tu vois là, on a plus raison. Nous, on sait qu'en gros, une victoire, on assure un maintien et sur nos 5 derniers matchs et une ou deux autres victoires et on peut accrocher les 8 premiers. Donc on n'a aucune raison de faire tourner contre vous. Et puis en plus, bon, on va pas se cacher, hein, si on peut réussir à faire un coup à Bordeaux, aussi bien comptablement que pour la petite guéguerre, je sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais régionale, enfin, on s'en privera pas, quoi. Ça peut vraiment nous remettre dedans pour la fin, quoi.
Ah bon, on imagine qu'en tant que supporter Rochelet, là, tu gagnes à Bordeaux, alors ça te sauve pas ta saison, mais au moins ça te met un petit rayon de soleil bien sympa dans ta deuxième partie de saison. Ouais. Ah bon, on va pas se cacher, hein, quand vous avez battu 3 fois d'affilée, je crois au printemps 2022, oh, et... et ça nous plaisait bien. Ouais, mais c'est une période qui est révolue, c'est fini ça. C'est vieux. C'était, C'était il y a longtemps. c'est vieux, non, c'est pas si vieux que ça justement, et c'est bien le problème. Bah écoute, nous du coup, on n'a pas trop de week-end de repos, donc on va jeter un coup d'œil un peu à la compo qu'on pourrait faire contre le Stade Rochelet. Alors on sort d'un match à Pau où on a beaucoup fait tourner, on a réussi à gagner. D'ailleurs, on en parlait un peu avant avec une équipe quand même assez remaniée. Yann, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on va aller sur une compo quasi type, à part peut-être 2-3 mecs que le staff veut faire souffler ou peut-être pour des raisons de quota de gif qu'on fera pas jouer, mais Ouais. je vois mal le staff se passer de cadre sur ce match-là parce qu'il est primordial et on a vu sur le classement que la victoire obligatoire à domicile. Oui, clairement. C'est-à-dire que nous, on a un double objectif. On n'a pas autant de marge que le Stade Toulousain. Donc forcément, il faut qu'on joue la demi à fond parce que on peut faire quelque chose d'historique. Mais il y a le top 2 quoi. Donc on peut pas se permettre de lâcher des points surtout à domicile, sachant que je pense qu'il faudra encore une victoire à l'extérieur si possible, sachant qu'il nous reste plus que Montpellier et Toulon. Donc t'as compris le truc quoi. Donc il faut qu'on prenne des points et le plus possible. Bah écoute, dans ce but, je te propose une première ligne: Jefferson Poirot, Maxime Lamotte, Bentami Funa. Aucun des trois n'a joué ce week-end, ils sont frais, autant les faire jouer. Ouais, ça me va. De toute façon, c'est ce qui va débuter contre Toulouse, donc il faut le faire débuter contre La Rochelle. Poirot face à Antonio, ça tient? Bah après Parce Poirot, qu'il est en forme, Antonio, hein. Il est en Po- grande forme. Poirot c'est c'est quasiment notre meilleur gaucher depuis depuis un an et demi, donc Mais alors, du coup, c'est intéressant parce que je trouve qu'il est ultra sous-estimé, Jefferson Poirot. Depuis janvier, pour moi, 2024, ah ouais. il est très bon, irréprochable en mêlée, dans le jeu courant, c'est solide. Enfin, pour moi, il n'y a rien à lui reprocher. Et effectivement, c'est notre meilleur gaucher, Il se fait... sans trop l'ombre d'un doute. Ouais, je pense. Je vois ça avec un œil biaisé de l'extérieur, désolé. Non, mais c'est vrai il a été en grosse difficulté. Et là, il a trouvé un jus. Bon, après, il va prendre peut-être 3 pénalités ce week-end, mais il a trouvé un juste milieu où maintenant alors c'est pas un pilier dominant, loin de là, mais au moins il se fait plus pénaliser et on a nos mêlées. Donc et sur les mêlées adverses, il arrive à résister. Donc après moi, c'est ce que je lui demande. Et puis il fait plus ses fautes de débit qu'il pouvait faire il y a 3 4 ans. Donc pour le coup, c'est en ce moment notre meilleur pilier. Il y a peut-être Perchaud qui va commencer à le titiller, mais ouais, c'est notre meilleur pilier gauche pour le moment. Mais effectivement, mais je trouve que c'est un avis qu'on a pas mal de l'extérieur, des gens qui suivent pas forcément tous les matchs. Tu vois, je me rappelle du petit bureau de Mike Milan qui l'avait positionné en flop de la première partie de saison en pilier gauche, et ça m'avait beaucoup surpris et absolument pas d'accord pour le coup parce que nous, on n'a rien à lui reprocher vraiment. Il est irréprochable sur ce début de saison, enfin sur cette saison dans l'ensemble, avec en plus du leadership. Enfin, franchement, Jefferson Poirot qui a re-signé d'ailleurs à l'UBB, impeccable pour nous. En deuxième ligne, un attelage Petit Caso. Alors moi, pour le coup, je pense que Petit, pour les matchs de phase finale, on va toujours partir sur 3 secondes lignes, sur le 8 de devant. Donc Petit, je le vois toujours décalé en fait en 7. Et je pense que, comme bon, on l'a dit tout à l'heure, Bru est toujours dans son tableau Excel. Il a fait sortir Gray assez tôt. Donc si Coleman n'est pas disponible, je vois Caso Gray. Ok, oui, Coleman, a priori, il sera peut-être pas disponible, ou en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure idée de le faire repartir, sachant qu'il s'est blessé contre le Munster. Du coup, en troisième ligne, on partirait du coup sur Petit, Gazzotti, Mathieu. Oui, je pense qu'on aura ça même. Alors, est-ce que Ou Samu? je pense que Samu va commencer 8 et après en 6 on verra si c'est Diaby ou Gazzotti. Je préférais que ce soit Gazzotti, mais vu que Gazzotti a fait quand même alors je sais pas combien de temps il a joué, mais il a quand même fait une belle partie contre Pau. Donc à voir s'il enchaîne 3 rencontres ou si on revoit notre bon vieux Mamad qui s'est reposé.
Ouais, c'est pas impossible. Et effectivement, il n'était pas non plus à Pau. Diaby, il avait enchaîné les 2 rencontres de Champions Cup. T'en penses quoi, toi, de ce pack, du coup, à part Jefferson Poirot qui te fait pas trop peur, Quentin? Moi, je mettrais Diaby. Je mettrais Diaby, je sais pas pourquoi, mais quand on joue contre vous, c'est toujours un joueur que je trouve, enfin, qui nous embête, quoi. Enfin, c'est vraiment un joueur qui à chaque fois crève l'écran et si tu veux, quand nous à La Rochelle on essaye de dominer devant, bah quand t'as un mec comme ça qui essaye de, je sais pas, enfin pourrir les rucks et tout, je veux pas salir ou être médisant vis-à-vis de son boulot sur le terrain, mais quand t'as un mec comme ça qui essaye de nous de pourrir nos sorties ou notre boulot devant, enfin je sais pas, faut pas s'en priver, quoi. Mais effectivement, je trouve que Nous on encore va une fois, arriver avec un bras de fer, hein. Enfin, on va arriver, c'est à peu près notre seule arme, donc on va arriver avec un bras de fer, donc enfin si vous mettez vos plus gros bras d'emblée, derrière on n'a pas un banc fou non plus, donc et tu vois, c'est marrant parce que avoir encore l'œil d'un supporter adverse, c'est intéressant parce que Diaby, les supporters de l'UBB ont pas forcément tendance à lui faire confiance. Alors, plutôt balle en main, où il fait pas mal d'en avant ou de scories. Mais c'est vrai que nous, on l'a remarqué ici, notamment les deux derniers matchs de Champions Cup, où on l'avait trouvé énorme, notamment dans le combat. Donc, effectivement, dans l'idée d'un gros combat face au pack du Stade Rocher, ça peut être intéressant de l'avoir. Ah oui, je pense clairement. Et pour le coup, vu que t'as Petit en troisième ligne, de toute façon, il faut un 6 qui plaque. Parce que Petit, voilà, il va plus t'aider sur les parties aériens, dans les molles, même la touche, le contre, etc. Donc il faut que tu aies un joueur qui a un supplément d'âme et qui permette de faire plus d'efforts pour rattraper un peu cette distance qu'il va prendre Petit, puisqu'il il est plus lent, quoi. En charnière, je vous propose un classique. Ils sont tous les deux frais, Lucu, Jalibert. Bon, là-dessus, pas trop de doute ou d'hésitation, même si, non, pas trop de doute ou d'hésitation. Non, je pense pas. En espérant qu'on arrive à les sortir assez tôt. je pense que Bah, ça va être un jeu pour vous, ça va être de sortir sans casse de ce match, notamment à la charnière qui est votre maillon fort, enfin, un de vos maillons forts, donc ouais. ouais, complètement. On parlera du coup après des remplaçants qui pourraient arriver sur ces postes-là. Aux ailes, Bielbiarré et Penaud, à moins qu'on en sorte un des deux. Mais pour moi, il faut mettre les deux. Et on fera tourner éventuellement à Montpellier. Ouais, c'est soit il y a le Pono parce que je crois qu'il a pas mal enchaîné, et il a pas eu de Ouais. vacances depuis pas mal de temps. Donc soit c'est Pono qui est un peu mis au repos. Sinon ils vont enchaîner hein, les deux jusqu'à Montpellier. Moi, je serais vous, je les mettrais les deux au repos. Non, vraiment. Non, vraiment, mais enfin, bah, enfin, vous jouez contre la 9e défense, quoi. Donc, ça dépend, vous, comment vous prenez ce match. Si vous estimez que c'est déjà un moment charnière de votre saison pour marquer des points et scorer par rapport à Toulon et Toulon dans la course au top 2. Mais d'un autre côté, ce serait aussi un peu con que ces deux joueurs se blessent face à nous sur une accélération pour marquer, enfin pour battre encore des records ou je ne sais quoi, tous les deux, quoi. Après, En plus, au-delà vous avez d'autres ailiers, quoi, hein. Enfin, bah, justement, pas tellement. Rétière est blessé. Huberti est là, par contre. Moi, je l'ai mis sur le banc. Mais effectivement, peut-être que laisser Penaud au repos, ça peut être pas mal pour la suite. C'est une Est-ce qu'on possibilité, a ouais. besoin d'avoir LBB et Penaud, sachant que nous, Penaud, on l'imaginait déjà au repos à Pau et il a joué. ok, oui, il a joué. Donc ça peut être effectivement Huberti qui prend sa place. Rétière, il devrait pas trop tarder à revenir aussi. Donc peut-être qu'il sera là. Ouais, le Et- mettez pas contre nous, lui, s'il vous plaît. Franchement, faites-nous au moins ça, regardez-nous au moins ça. mais, On va mais faire Rochelier sur le retien. Ouais. c'est vrai. Ah oui, oui. Mais pour répondre un peu à ta question, je pense que l'objectif, c'est les 5 points. Tu vois, au-delà de les records, je pense que ce soit LBB ou Penaud, ils s'en foutent complètement. Mais c'est les 5 points parce qu'on sait que Toulon va à Vannes, que Toulouse reçoit. Toulouse, Castres, Ils reçoivent Castres. Castres au Ils ont déjà stade. prévu la bataille et tout, là. Ouais, Ouais. ils reçoivent Castres au stadium. Donc il va falloir qu'on score un maximum. Et si jamais Toulon perd à Vannes, par exemple, bah, au moins on aura un joker qu'on pourra utiliser à Montpellier, par exemple, avec une équipe mixte et laisser un peu tout le monde au repos. Tu sais que là, tu Euh, viens de dire un truc, je te coupe juste, mais qui est abominable et qui dit là où La Rochelle cette année, c'est que tu vises les 5 points contre nous dans ce match, quoi. L'année dernière, t'aurais jamais dit ça, quoi. T'aurais jamais dit 5 points contre La Rochelle. Alors, alors, 4. on Mais l'aurait c'est un pas. truc qui me fait mal à moi, vous avez... Après, moi, Non, mais je préfère 4 points et pas de blessés.
Ah ouais, ça peut être un bon calcul. Parce que non, moi je te dis 4 points ça m'irait, mais par contre il faudrait qu'il y ait un score significatif pour que en fait on puisse sortir quelques mecs clés. D'ailleurs je sais Mm. même pas comment va s'organiser Yannick Bru, mais il y a une possibilité que même il fasse un banc en 5+3 pour pouvoir avoir une charnière sur le banc, pouvoir sortir sa charnière et sortir un des trios derrière. Donc à part si Penaud joue pas, mais tu vois peut-être faire un banc à 5+3. Bien sûr ça va faire travailler un peu plus nos avants, mais je pense que là derrière il faut qu'on soit à 100%. Enfin, il faut que tout le monde soit là contre Toulouse parce que sinon, ça va être, on sera trop juste. Et pour revenir un peu sur les 5 points, c'est plus que, en fait, on doit aussi le faire parce que Toulon et Toulouse mettent un rythme Et vous avancez super fort. indécent. C'est ouf, ouais. Et que, bah, en fait, avoir les 5 points, ça nous permettrait d'avoir une toute petite marge en plus sur Toulon. Il y a aussi l'historique du coup de l'an dernier où bah, on avait ramené les 5 points de Chaban. Donc, si on peut refaire la même chose, ce serait forcément intéressant. Et oui, après, c'est pas, enfin, il faut rester humble et évidemment que déjà les 4 points, ce sera très bien. Mais dans l'optique de la lutte, bah, s'il peut y en avoir 5, et effectivement, il faut d'abord mettre les ingrédients pour repartir avec la victoire. T'as complètement raison. Sur la paire de centre, Tapoy, Moefana. Tapoy qui a joué du coup à Pau. Moefana qui, lui, était au repos. Deux porteurs, je suis pas sûr qu'il soit remis. Van Rensburg, il sera pas là, c'est sûr. Donc peut-être Huberti, sinon un Moefana Huberti, qu'est-ce que t'en penses Yann? Ouais, ça va être un des deux. Soit tu recales Moefana en 12 et après tu mets Ouberti en 13, c'est une possibilité. Euh, Moi, je préférais ça, avec peut-être Tapoy sur le banc, mais sinon, Ça Tapoy voudrait dire par Moefana. contre que Huberti, du coup, tu ne mets pas à la place de Penaud. Donc tu gardes bien Penaud titulaire, du coup. Ouais, ou sinon je fouille Garay, hein, elle. Ça peut être une option, ouais. Nous, on joue avec Favre, Thomas, Seouteni. C'est un peu les trois qui tournent au centre. Danti hors de forme, Denis beaucoup joue quasiment pas. Et là, Seouteni, il avait un pépin physique. Donc, si on suit le dernier match, ce sera Favre. Et, enfin, il y a de chances que ce soit Favre Thomas. Ok. Ok. Bah écoute, ouais, enfin. Non, bah après tu peux laisser comme ça, je pense, hein, parce que bon, Bru, de toute façon, il va se rapprocher, je pense, de son équipe type pour Toulouse. Hein. Il y a vraiment juste l'interrogation Penaud, peut-être, mais Bah écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'idée que tu as eue avec Etchegaray à l'aile, avec LBB de l'autre côté, et Buros en 15, oui. s'il est remis. Alors ça, c'est encore, on ne sait pas s'il sera apte. Et sur le banc, je vous la fais rapide. Percho, Sa, Falatea. Alors j'avais Gré du coup, mais on va mettre un Beauchaton. Beauchaton, ouais. Diaby, je l'avais aussi, mais du coup, ce sera plutôt un Gazzotti. Et du coup, pour répondre à ta question sur la charnière, Lesgourg, Carberry. Ouais. Carberry qui peut aussi couvrir 15, mais bon, t'as déjà LBB et Chegaray sur le banc, voire peut-être un Garcia, pourquoi pas. Et Huberti, du coup, mais lui, il peut couvrir centre et L. Ouais. Donc ouais. Non, mais ça va. Soit, voilà, s'il y a cette configuration 5+3, l'avantage c'est qu'on peut sortir la charnière. Soit il va vouloir laisser. Alors après, il peut faire aussi parce que Max peut décaler en 10, quoi. S'il veut faire reposer Jalibert, il peut. Voilà, parce que Max, bon, je vais pas porter la guigne, donc je vais rien dire. Mais Jalibert est plus fragile. Voilà. Bon, en tout cas, ce sera de notre point de vue une compo qui sera proche, en tout cas, d'une compo type pour l'UBB. Modulo les blessés et quelques mecs qui pourraient être sauvegardés pour plus tard. Mais voilà pour ce match-là. En tout cas, nous, on a hâte d'être samedi soir à Chaban. Tu fais le déplacement, Quentin, ou pas? Je le fais pas pour des raisons perso, mais non, je fais pas ce déplacement. J'aurais bien aimé, mais il y a longtemps que je l'ai pas fait le déplacement à Bordeaux. Je l'ai fait par le passé, mais pour des matchs qui avaient rien à voir avec vous, demi-finale, etc., tout ça. Mais pas de match contre l'UBB. Donc bah l'année prochaine, tiens, j'essaierai d'y être. Ok, bon, on se donnera rendez-vous du coup pour l'an prochain. Mais en tout cas, ce samedi, il risque d'y avoir beaucoup de Rochelais. Je crois que la billetterie est partie vraiment en quelques heures. Donc, c'est signe que il va quand même y avoir quelques drapeaux jaunes et noirs dans les tribunes. En tout cas, merci beaucoup, Quentin, pour ton temps et ton analyse sur la saison du Stade Rochelais. C'était vraiment top de t'avoir. Merci à vous, les gars.
Merci à vous. Et juste une question, vous dites encore Derby de l'Atlantique ou pas pour parler de ce match? J'ai jamais dit moi. Vous l'avez jamais dit? Ok. Ouais, bah pourquoi pas. Enfin, après il y a Vannes du coup à l'Atlantique, et ben il y a Bayonne aussi. Enfin ouais. Non, parce que c'est souvent un truc à La Rochelle qu'on a fait remonter, c'est que vous n'avez pas l'Atlantique à Bordeaux, c'est pour ça que... Ah ouais, c'est vrai. Bon, on n'est pas très loin de Pas loin. l'Atlantique. C'est vrai aussi, ça. C'est vrai. Mais du coup, on pourra essayer de lui trouver un autre nom à ce petit match. Bon, qui reste un derby quand même géographiquement. On est C'est assez la fête proche. des voisins. La Ouais, fête des voisins, bon, exactement. après- On peut l'appeler comme ça, ouais, pourquoi pas. Ou le Kane Douglasico, si tu veux, ou le Setemico, ou bon, il y a plein, ou le Retirico. Retierico, ouais. Retier, il nous a marqué quand même l'essai de la gagne en Coupe d'Europe en 2022. Ouais, Donc, on l'aime bien. Nous, on aurait bien aimé le récupérer plutôt que vous, Retier. bah, ça a été une bonne surprise l'été dernier. Il nous fait une super saison. Bah, il s'est blessé contre le Racing, du coup, il y a 3 semaines, et on espère vite le revoir. Quentin, du coup, qu'on peut retrouver sur X, si vous voulez suivre un peu les péripéties du Stade Rochelet. Il est disponible. On mettra son arrobase en description de cet épisode. Encore mille merci, Quentin, et on te souhaite un bon match samedi, mais pas trop. Yes, ouais, ouais. Mais bon match à vous aussi et d'avance quart de finale également, demi-finale pardon contre Toulouse. On pensera à vous et on vous regardera et on prend du plaisir. Faut le dire aussi en tant que Rochelais, c'était pas forcément le cas par le passé, mais on prend du plaisir à regarder l'UBB et aussi, bon, je sais que ça peut au pire, mais Toulouse quoi. Mais ça en dit aussi long de ce qu'on est nous à La Rochelle cette saison. Bah écoute, nous on prend aussi du plaisir à regarder Toulouse, à part quand ils jouent évidemment contre nous, mais on espère aussi voir le Stade Rochelais en phase finale de top 14. Mais en tout cas, c'est désormais l'heure de passer aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et pour commencer ces actualités, une honte, un scandale. Les Lions ont perdu un match. Je pensais pas qu'on allait dire ça cette saison. Ça fait je ne sais combien de matchs qu'on annonce des Lions du Stade Bordelais. Elles ont perdu 8-17 à domicile en plus face aux Loups. C'est simplement honteux. Bon, il aura fallu quand même les doublons et je ne sais combien de joueuses en moins pour le Stade Bordelais pour enfin perdre un match. Mais ça, c'est bizarre d'ailleurs, parce que alors bon, ok, chez nous, enfin, tu vois, en top 14, ils jouent pendant les doublons, mais j'avais l'impression qu'il y avait des plages de repos où il n'y avait pas de match international et où pendant 2 ou 3 semaines, elles jouaient pas, et là, elles jouent pendant les doublons. Et je comprends pas trop leur calendrier, j'arrive pas à savoir comment ils font leur calendrier pour c'est un peu bizarre, je trouve. Ouais, non, je sais pas. Je t'avoue que j'ai pas non plus regardé en détail, mais effectivement, là, mais il y en avait un seul, un vrai doublon, il me semble, hein, ou peut-être deux maximum. Mais effectivement, elles avaient du repos un peu plus tôt. Bon, après, ça change en soi rien au Non. classement général. Elles finiront vraisemblablement premières du championnat Elite 1. Donc là-dessus, pas non plus d'inquiétude à avoir. Prochain match le 10 mai à Montpellier. Donc du coup, elles vont avoir un repos là. Il n'y a pas de match la semaine prochaine. Ceci dit, il y a un match destination féminin avec juste un déplacement à Twickenham contre l'Angleterre, contre une finale qui va être plutôt compliquée, mais qui du coup, en fait, tu joues pas en championnat, c'est assez logique. Et les espoirs ne jouaient pas non plus, donc pas de match à analyser. C'est aussi pour ça qu'on avait sûrement autant de jeunes avec les grands sur le déplacement à Pau. Ça aide quand même à pas pénaliser ton équipe de jeunes. C'était sûrement le bon match d'ailleurs pour le faire. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Autre actu, un petit Krakito qui a prolongé pour une saison ou deux, une saison du coup, puisqu'il avait un contrat jusqu'en 2026. C'est Yon Echegaray qui prolonge jusqu'en 2027. Alors on pourrait se demander pourquoi pas plus. Pourquoi il prolonge pas jusqu'en 2029 par exemple, comme un Cyril Cazot. Mais je pense que c'est probablement lié au fait que c'est un contrat espoir et que tu peux pas non plus le laisser en espoir jusqu'à ses 28 ans. En fait, c'est ça. En gros, donc contrat espoir c'est jusqu'à 23 ans et de mémoire, c'est pas le même coût dans le salary cap. Donc en fait, c'est pour ça que Gazzotti, Mathis Perchaud, Louis ont aussi des contrats espoirs encore.
Beauchâteau Parce aussi, il me semble. Voilà, ouais, parce qu'en fait, t'attends jusqu'à 23 ans parce que je crois que c'est pas les mêmes coûts pour le club. Donc après, en fait, par contre, c'est possible qu'il y ait entre guillemets des trucs cachés en disant, ben voilà, dès que t'arrives au bout de ton contrat espoir, on te donne un +2 ou un +3 de ton contrat pro. Voilà, tu vois, parfois t'as des trucs comme ça. Donc c'est probablement ce qui va se passer. Mais voilà, c'est pour pas passer cette barre fatidique des 23 ans en fait. Ouais, et du coup, ça laisse aussi le temps de voir si il continue sur sa lancée, s'il s'épanouit, etc. Je pense que c'est aussi une volonté du joueur de pas s'engager sur une trop longue période pour pouvoir renégocier dès la saison prochaine son contrat. Mais en tout cas, c'est une bonne chose et pour le coup, il prend directement la place de deuxième numéro 15 pour la saison prochaine. Donc c'est un recrutement aussi en moins à faire. Ouais, clairement. Et puis en plus là, tu vois, je pense que Pablo a montré toutes ses qualités et ses dispositions pour jouer 13. Hein, c'est son poste de formation. Et comme ça, on va pouvoir gentiment intégrer une autre pépite qui est Mousquet, qui vient de Bayonne. Donc c'est très bien, très très bien. Ouais, là-dessus, on fera un point effectif, mais pour le coup, c'est très très bien géré tout ça. L'infirmerie, elle, on a quand même des gros joueurs dessus qui ont rejoint l'infirmerie. Alors, c'était plus suite au match du Munster, donc on a Van Rensburg et Coleman. Buros, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va revenir, mais visiblement, on a Arthur Retière qui serait sur le retour. Buros aussi, et un joueur en fait qu'on avait un peu oublié, mine de rien. C'est Tevita Tatafou qui a été blessé à la cheville et qui est aussi en phase de réathlétisation. Donc on devrait potentiellement le voir assez bientôt. En vrai, si on arrive à pouvoir intégrer pour la demi-finale sur le banc Retière Tatafou, déjà tu te fais un banc solide. Hein. C'est-à-dire que tu peux te faire un 6+2 avec Retière et puis après l'idéal, enfin, le rêve que j'ai moi dans un 23, c'est que t'arrives à mettre sur le banc en 6+2 Retière Van Rensburg. C'est-à-dire que là, tu as deux impact players, dont un qui peut jouer tous les postes derrière, donc 9, 15 ailier, et puis ce Van Rensburg qui va t'amener cette densité sur une demi-heure. Retière, il peut jouer 15. Ouais, bon, Après, t'as pas trop ce problème vu que si t'as Buros et LBB, les décaler, tu vois. Ouais. Donc après là tu peux faire de la rotation assez facilement. Max peut passer 10 et Retière peut rentrer 9. Donc bon, en gros, je pense que si t'as Retière Van Rensburg, ton banc 6+2 et que tu peux intégrer, je sais pas moi, sur le banc, Tatafou en 8 et un autre troisième ligne, là, tu commences à avoir un sacré bon impactant, quoi. On voit les étoiles dans les yeux quand tu dis ça. Mais c'est vrai que en phase finale, si on peut avoir ce genre de banc. Mais bon, il faut encore que Van Rensburg du coup se remette de sa blessure. Il avait 5 semaines, il me semble. Donc c'était suite au match face au Munster. Donc c'était il y a 10 jours. Donc affaire à suivre. Qu'il prenne son temps et qu'il nous revienne frais pour les phases finales parce qu'il avait été énorme récemment. Et Coleman, lui, c'était un peu plus court, c'était 2 semaines. Donc est-ce qu'on le verra contre le Stade Rochelais ou un peu plus tard face à Toulouse, lui aussi énorme depuis qu'il est revenu, mais compliqué d'enchaîner. Clairement. Mais bon, voilà. Au moins, c'était une petite blessure. Moi, j'avais peur sur le coup du 9. Donc voilà, rassuré. 2 semaines, c'est rien. Oui, du 9 irlandais qui lui avait tapé dans l'articulation. Voilà pour les news. Pas énormément de choses à se mettre sous la dent, notamment côté prolongation. Il y en a une. Infirmerie, moins il y en a, mieux c'est. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation d'un ancien joueur. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Bon, et on va pas faire durer le suspense. On l'a mentionné avec Quentin, supporter du Stade Rochelais. On va parler de Kane Douglas, le deuxième ligne qui joue désormais au Stade Rochelais. Et d'ailleurs, il joue pas mal cette saison. Il a joué 900 minutes, 21 feuilles de match. Mais il a surtout joué 5 ou 6 saisons à l'Union Bordeaux-Bègles entre 2018 et 2024. Il est arrivé en 2018 des Reds. Seconde ligne internationale australien. Bon, pour décrire son profil, c'est assez simple. Hein, c'est un peu un second ligne à l'ancienne, c'est-à-dire un joueur très rugueux qui était extrêmement important. Alors moi je l'adorais parce c'était un joueur qui était très dominant dans tout ce qui est secteur un peu compliqué, les molles. Il arrivait à casser les molles d'une manière folle. Dans les rucks, il était pénible. Le seul point noir qu'il avait, c'est quand il enchaînait trop de matchs. Et surtout avec le temps, parce que bien sûr il prend de l'âge, il faisait des fautes débiles. Donc c'était un joueur qu'il fallait sur ces dernières saisons gérer
Et quand il était un peu en sur-régime, c'était une catastrophe en termes de discipline. Et d'ailleurs, quand il a été recruté à La Rochelle, alors je disais, c'est très bien. On discutait avec des supporters rochelais, donc pour moi, c'était une bonne recrue, mais je pensais pas qu'il allait jouer autant en fait. Normalement, ça devait être un peu un mec qui devait remplacer une fois tous les 3 matchs Skelton pour voilà compenser et garder toujours cette agressivité devant, faire chier les autres dans les malls, tirer des maillots, etc. Et là, en fait, il a même joué 6 à un moment. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a eu un gros problème, quoi. Tu sais, 3e ligne, Skelton, Douglas, non, pas du tout, quoi. Il fait 120 bars, il a 35 balais. Effectivement, il a joué 6 contre Pau à domicile en 3e journée, mais il marque un essai quand même. Hein. Nous, en 5 ans, il a marqué 2 essais à l'UBB. Regarde, peut-être que en fait, c'était 6 ton poste. Hein. Ah oui, il a pris plus de rouges que d'essais. Il a pris plus de rouges qu'il a marqué d'essais chez nous, je pense. Ah, c'est très probable. De jeunes, c'est sûr et certain. De rouge, c'est possible aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il arrive à 35 ans et que quand le Stade Rochelais l'a pris cet été, c'était... on pensait pour faire la rotation qu'au final, il est bien plus utilisé que ça. Mais en Clairement. tout cas, pour conclure un peu sur sa carrière, en tout cas à l'UBB, 145 matchs quand même, ça reste une figure un peu iconique de ce club. Ouais, de toute façon, il est arrivé en même temps que Caso. Enfin, il est arrivé en même temps. Il est arrivé en même temps. Il y avait trois secondes lignes. Donc, il y avait Caso et il y avait un peu notre capitaine, notre seconde ligne emblématique sud-africain, Yandre Maré. Et petit à petit, il a commencé à faire son trou et même à devenir un titulaire à part entière, quoi. Donc, ça a vraiment été un excellent joueur. En plus, l'avantage, c'est qu'il est très peu blessé, contrairement, par exemple, aux secondes lignes qu'on a actuellement, où finalement, on voit qu'il y a eu pas mal de blessures. Il a quand même fait énormément de saisons très très pleine, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait des saisons à 20 matchs de moyenne, quoi. Donc ce qui est assez impressionnant, surtout pour son gabarit. Donc ça a été vraiment une plus-value. Je le comparais un peu en termes d'apport à ce qu'a pu nous apporter aussi en 8 Higginbotham. Voilà, des joueurs qui sont peu blessés et qui ont ce supplément d'agressivité qui sont extrêmement intéressants et qui manquent parfois à certains packs et qui nous manquaient dans notre pack. Hein. On manquait de ce genre de profil en fait. Voilà pour Kane Douglas, donc que vous pourrez sûrement voir à Chaban. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une petite ovation pour ce joueur ce samedi face au Stade Rochelais. Yann, merci beaucoup pour cet épisode. On remercie également Quentin qui est venu nous parler du Stade Rochelais. On a très hâte de renchaîner sur ce deuxième match du top 14 ce samedi qu'il faudra gagner. Bon, là, à domicile, théoriquement, t'es pas trop un chat noir, donc tu peux regarder le match. Ouais, non mais c'est bon, il faut quand même que je regarde un peu le rugby. Je suis maso, mais quand même. Ça marche qu'à l'extérieur. De toute façon, tu le regardes en différé 3 fois, donc ça revient même. Mais bon, il y a quand même l'émotion du match. Je suis sûr qu'ils vont pas me laisser rentrer dans le stade à la demi. Parce qu'à la demi-finale, ouais, tu viens au match, là il va falloir les cordons de sécurité pour te laisser passer, ouais. Je vais me faire agresser, quoi. Non, on te le souhaite pas parce que je serai pas loin, donc j'espère pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous peut-être à un petit hors-série cette semaine. Alors, je crois que j'avais déjà fait le teasing il y a 1 ou 2 semaines, mais a priori, cette semaine, peut-être que vendredi, il y aura un petit hors-série. Peut-être que c'est avec un joueur. D'ailleurs, dites-nous soit en commentaire sur Insta ou sur nos comptes Twitter, qui est-ce que vous aimeriez voir comme joueur en hors-série. Voilà. Bon, on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais ça risque d'être assez sympa. Et on vous donne rendez-vous, du coup, soit vendredi pour le hors-série, soit samedi pour le match. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, toute la semaine pour parler de l'UBB. Salut Yann. Ciao tout le monde.